Bonjour, c'est Mohamed Kourchi, professeur de langue et de littérature et chercheur en sciences humaines et sociales. Bienvenue dans cette série de vidéos qui essaye d'interroger le savoir en matière d'efficacité et qui prennent en charge à cet effet des disciplines et des thèmes aussi riches que variés en relation avec les sciences humaines et sociales en général et avec la communication, l'argumentation et la rhétorique en particulier. Dans le propos précédent, nous avons essayé d'introduire notre sujet en précisant l'objet, l'objectif, la problématique et l'organisation générale. Partant du célèbre aphorisme de Socrate qui dit, je cite, « Le point de départ de l'éducation, c'est l'étude des mots ». Fin de citation. Nous allons essayer, dans ce propos, de définir la rhétorique et d'établir sa relation avec quelques mots environnants. Nous allons par la même occasion faire le récit de ce que nous avons appris sur ses origines, sa fonction et son évolution. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on entend par rhétorique? La rhétorique, du grec techné rhétorique, c'est-à-dire technique rhétorique, et du latin rhetorica et rhétor, c'est-à-dire orateur, est l'art de bien parler. Elle couvrit à travers les siècles presque toutes les sciences humaines et sociales, en incluant la grammaire, la logique, le droit, la morale, la psychologie, l'esthétique et la philosophie. Les anciens et les modernes se sont penchés sur cet art du bien dire et lui ont attribué plusieurs définitions. Mais tous s'accordent pour dire que la rhétorique est un art qui joint le talent à la technique et la science à la connaissance. Un art qui sert à persuader et émouvoir par le discours. Et que cet art se base sur trois éléments essentiels, à savoir l'éthos, le pathos et le logos. L'éthos est relatif à l'orateur, c'est-à-dire l'émetteur du message, son image dans le discours, sa bienveillance, son autorité, son charisme, sa crédibilité, son intégrité, sa conviction, son engagement personnel, sa capacité et sa force de persuasion. Le pathos est relatif aux auditeurs, c'est-à-dire l'habileté, la probité et la capacité du locuteur à donner et à faire manifester les émotions et les sentiments intérieurs des auditeurs, à solliciter leur sympathie et leur imaginaire. Le logos, enfin, est relatif au discours, c'est-à-dire les informations, les connaissances et le message que l'orateur veut transmettre. C'est aussi l'argumentation, le raisonnement, la clarté des arguments, la justesse des exemples, etc. L'orateur habile est donc celui qui combine minutieusement et patiemment ces trois éléments sans lesquels l'éloquence et l'art oratoire n'auraient aucun sens. Tout compte fait
disons que la rhétorique et l'éloquence représentent l'avers et le revers d'une même médaille, la rhétorique étant la compétence et l'éloquence la performance. Les cités orientales antiques de Mésopotamie comme Sumer, Babylone et Akkad, ainsi que celles de Persépolis, d'Égypte, d'Inde et de Chine, se sont probablement intéressés à la rhétorique. L'état de la recherche actuelle ne peut l'affirmer, car les écrits qui l'attestent sont malheureusement perdus. Mais si nous ne possédons pas de traces de ces siècles révolus, une chose est sûre, c'est que dans l'Antiquité, les Grecs se sont beaucoup intéressés à la rhétorique. Surtout après la chute des tyrans qui a favorisé l'émergence d'idées démocratiques et libératrices. En effet, la rhétorique permettait aux Grecs spoliés de leurs propriétés, ainsi qu'à tous les hommes libres de l'époque, de plaider leur cause, de la défendre et de la gagner devant les tribunaux, de louer ou blâmer quelqu'un devant un temple ou un lieu de culte, de discuter devant une assemblée sur ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, de conseiller ou déconseiller, de montrer ce qui est utile et ce qui est nuisible. Pour atteindre ces objectifs, il fallait savoir parler. Et pour savoir parler, il fallait maîtriser les différents genres du discours de l'époque, des genres qui conservent toujours leur actualité, à savoir les discours judiciaires ou juridiques, les discours épidictiques, moraux ou commémoratifs, et les discours délibératifs ou politiques. C'est ce qui poussait les gens à solliciter les rhéteurs, et c'est ce qui explique aussi cet engouement fréquent pour la rhétorique au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les premiers maîtres de l'art oratoire à se faire distinguer étaient surtout Corax et son disciple Tisias. Il y a eu aussi Empédocle, Antiphon, Gorgias, Protagoras, Anaxagore, Isocrate, Socrate, Platon, Aristote, Théophraste et un peu plus tard Démosthène et Denis d'Halicarnasse. En substance, disons que tous les philosophes de l'époque, et les sophistes en particulier, se sont beaucoup intéressés à la rhétorique. Par conséquent, les définitions qu'ils ont données étaient aussi brillantes que précieuses. À l'inverse, Socrate et Platon n'ont ménagé ni la rhétorique ni les sophistes, et en outre, ils les ont fustigés avec sévérité à maintes reprises. Socrate, en l'occurrence, considère la rhétorique comme étant l'art de la flatterie, du mensonge et de la manipulation. De son côté, Platon la définit comme étant, je cite, une technique à l'usage du vulgaire, impatient d'arriver rapidement à des conclusions, de se former une opinion sans s'être donné au préalable la peine d'une investigation sérieuse. Fin de citation. Aristote se montre un peu plus clément et la définit comme étant
l'art de penser les moyens de persuader. Quant à Démosthène, pour lui, la rhétorique est l'art de bien parler par excellence. Après les Grecs, ce sont les Romains, et à leur tête, Cicéron et Quintilien qui se sont intéressés à la rhétorique. Pour Cicéron, elle est l'art de persuader par le discours. Et pour persuader, le discours doit remplir 3 fonctions essentielles, à savoir instruire, plaire et émouvoir. En latin, docere, delectar, movere. Par ailleurs, il ajoute, je cite, « L'éloquence touche à toutes les affaires publiques et privées. C'est elle qui apporte à l'État le plus d'avantages, elle qui procure aux orateurs la gloire, les dignités et à leurs amis la protection la mieux assurée. » Fin de citation. Ou encore, je cite, « L'éloquence est la lumière qui fait briller l'intelligence. » Fin de citation. Pour Quintilien, enfin, elle est l'art de bien dire. En latin, bene dicendi scientia. Considérée par les Grecs et les Romains comme l'art du discours, elle recouvre aujourd'hui plusieurs sens. Pour Gérard Genette, elle est l'étude des figures de style. Pour Chaim Perelman, elle est l'art d'argumenter. Quant à Roland Barthes, enfin, il la considère comme un métalangage, c'est-à-dire un discours sur le discours. La rhétorique s'exerçait pendant les grandes occasions, dans l'agora en Grèce et dans le forum à Rome. L'agora et le forum étaient des places publiques et commerciales qui groupaient des édifices ressemblant aux lieux de culte et aux assemblées d'aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, cette première série de propos se focalisera donc sur la rhétorique occidentale et dans une moindre mesure sur la rhétorique orientale. Mais avant de relever ce défi, il semble légitime de nous interroger sur ses sources, ses fondements et ses fondateurs. Car sans ces fils conducteurs, les notions confuses ne font que brouiller les pistes. Par conséquent, une connaissance, même sommaire, de ces éléments ne peut qu'accroître l'intelligence de la communication en général, de l'éloquence, de la rhétorique et de l'argumentation en particulier. Mais est-il aisé de déterminer avec précision l'origine d'une discipline aussi vieille que le monde? Il serait prétentieux de répondre par l'affirmative. En tout cas, une chose est sûre, plusieurs facteurs et plusieurs circonstances ont été à l'origine de l'émergence de la rhétorique. Quels sont ces facteurs et quelles sont ces circonstances? C'est ce que nous allons voir dans le prochain propos de cette série de vidéos consacrée au savoir efficace. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.